Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et dans un instant, l'histoire de la semaine. Dominique Rizet va vous raconter l'histoire d'Ariette. C'est ce petit singe en peluche passé sous la protection de la reine d'Angleterre, s'il vous plaît, un doudou qui vaut parfois toutes les discussions diplomatiques. Dominique vous expliquera tout ça. Ce sera juste après le dossier de la semaine. Ils ont une nouvelle fois tenté de créer le chaos hier dans les rues de Paris. Les Black Blocs, redoutés par les autorités, étaient près d'1 millier hier dans les rues de la capitale. Ils se sont infiltrés notamment dans le cortège de la marche climat. L'important dispositif policier a permis d'éviter de gros dégâts, mais la présence de ces radicaux semble désormais inéluctable à chaque manifestation. Alors qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Comment enrayer ce phénomène? On va poser toutes ces questions avec Dominique à nos invités pour vous apporter les réponses. Mais d'abord, retour sur ce samedi de mobilisation avec Lucas Baron. La marche pour le climat a démarré depuis quelques minutes. Lorsqu'aux alentours de 14h30, les premiers incidents commencent. Cagoulés, vêtus de noir, des radicaux de l'ultra-gauche se forment en Black Bloc et font irruption au cœur du cortège. Les casseurs s'en prennent alors au mobilier urbain. Arrêts de bus, grilles de chantier. Des vitrines sont dégradées et des scooters incendiés. En réponse, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène. Selon la préfecture de police, 1 millier de radicaux ont été signalés. La tension redescendra en milieu d'après-midi avant de reprendre dans la soirée. 21h sur les Champs-Élysées. De nouveaux heurts éclatent entre des manifestants et la police. Autour, de nombreux touristes assistent impuissants à la scène. Walking toward our car. And then the policeman came and they started pushing. We said, we are just leaving. And he sprayed directly into our face. Okay? Directly into our face. After we said to him, we're walking toward the car. Dans la capitale, le calme est revenu aux alentours de 22h. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé précisément hier dans les rues de la capitale avec ces Black Blocs, avec nos invités. Bernard Foucret, bonjour, merci d'être là. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, ancien haut responsable des CRS. Vous allez nous expliquer comment justement les forces de l'ordre font face à ces Black Blocs. Et Guillaume Fard, notre consultant sécurité BFM TV. Bonjour Guillaume. Peut-être une première question, Guillaume, pour faire simple, pour resituer le contexte, comment 1 millier de Black Blocs ont pu intervenir hier alors qu'on sait que le dispositif policier, gendarme était extrêmement important, que le renseignement avait travaillé sur cette journée, qu'on avait anticipé. Et pourtant, ils étaient bien là et ils ont pu agir. Par leur méthode. Une méthode qui reste encore très efficace et assez redoutable parce que ça les rend assez imprévisibles. Ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ça, les services de renseignement, la direction du renseignement de la préfecture de police le savaient, ils l'avaient annoncé. Mais restait la question du lieu. Où allaient-ils venir? Est-ce que c'était sur les Champs-Élysées? Est-ce que c'était dans la manifestation contre la réforme des retraites organisée par Force ouvrière? Est-ce que c'était dans la manifestation climat? Bon, le matin, ils n'ont pas pu se greffer aux Gilets jaunes qui avaient tenté de braver l'arrêté d'interdiction dans le quartier des Champs-Élysées. La manifestation des retraites n'était pas exactement les bienvenus avec le service d'ordre de Force ouvrière. Bien, ils sont infiltrés dans le cortège de la manifestation climat avec les mêmes méthodes qu'on leur connaît. Ils se présentent avec peu ou pas d'équipement, peu ou pas de matériel. Tout a été prépositionné. Et au dernier moment, ils se revêtissent en noir et ils déploient leur banderole. Bernard Foucret, ce sont des individus très organisés, disait Guillaume Fard, qui anticipent les choses. Les forces de l'ordre aussi anticipent. Comment ça se fait qu'ils puissent quand même intervenir, qu'ils puissent quand même avoir de la casse, qu'on ne puisse pas les interpeller avant, les arrêter plus tôt? Voilà, la bonne idée, c'est de les traiter au préalable. Parce que hier, on avait l'impression de voir des manifestations pacifiques dans les différents mouvements qui ont manifesté. Donc la police était là, présente à ses véhicules, des fois débarqués pied à terre, mais il y avait pas, ils étaient restés en bonnet de police, casque au ceinturon, on sentait que ça se passait bien. Et puis d'un seul coup, il y a des voyous qui se mettent dans le système et qui deviennent virulents. Donc là, il faut les interpeller. L'idéal, c'est que ce soit des équipes spécialisées qui les suivent et qui les traitent au cas par cas, en dehors de la manifestation elle-même. Et qu'on puisse ensuite les interpeller quand ils arrivent dès le début de la manifestation. Ce qui est toute la difficulté, pardon, parce qu'on voyait le témoignage de ces touristes sur les Champs-Élysées qui ont été pris dans le mouvement. On entend d'ailleurs aujourd'hui les associations écologistes dire les policiers sont intervenus, on avait des enfants, des familles, on a pris des gaz lacrymogènes. La difficulté, c'est de les interpeller quand ils sont au milieu des manifestants pacifistes. Bien sûr, c'est compliqué. Mais à partir du moment où ils mettent le feu à des véhicules en stationnement, par exemple, ou ils dégradent le domaine public, il faut intervenir. Sauf si le préfet dit de laisser faire, ce qui avait été le cas dans les premières manifestations. Mais maintenant, c'est pas le cas. Quand ça démarre, on y va.
Mais pour aller les chercher, il est certain qu'il faut utiliser des moyens forts, parce qu'ils sont forts aussi et ils aiment bien aller au baston. Et s'il y a des touristes qui restent là, eh ben, ils vont respirer du gaz lacrymogène, ils peuvent éventuellement prendre un coup mal intentionné, etc. Donc ce qui est important, c'est que les gens sachent faire la différence entre manifester, qui est un droit fondamental, qui peut même être parfois un devoir, et les rester présents sur les lieux d'un attroupement. Parce que la manifestation, c'est parfait, et c'est légal, et il en faut, et ça se passe très bien, des fois de très grandes manifestations. Rappelez-vous des écoles libres entre Paris et Versailles, il y a une trentaine d'années, plusieurs centaines de milliers de personnes, pas d'incident. 1 million de personnes à l'époque. Près d'1 million. 1982, 1 million de personnes. Est-ce qu'hier, à 18h, juste au moment où ça s'est calmé avec les Black Blocs, où la police, la gendarmerie ont réussi à maîtriser, on en était à 163 interpellations, 395 verbalisations, et finalement, dans tout ça, il y a assez peu de Black Blocs qui sont interpellés. Pourquoi ? Ils ont une facilité à se soustraire aux interpellations qui leur est connue. Mieux que les autres. Mais en tout cas, il y a de l'expérience. Parce que le Black Bloc, c'est une tactique, c'est des méthodes, des procédés. Et dans les méthodes et les procédés, il y a comment est-ce que je peux me soustraire aux interpellations. Ils arrivent à se désilhouetter très vite. Ils s'habillent vite, mais ils se déshabillent vite. Et ils se refondent dans la masse. Et ça, c'est aussi leur méthode, leur procédé. Ils se font peu interpeller. Alors, ça, c'était valable surtout pendant les manifestations loi travail. Ce que l'on voit quand même depuis ces 9-10 mois de mobilisation de Gilets jaunes, c'est qu'ils se font quand même de plus en plus interpellés et de plus en plus infiltrés par les services de renseignement. Ce qui fait d'ailleurs que leur présence hier était quand même moins conséquente, moins importante que lors du 1er mai, par exemple. On sait des choses sur leur profil un peu, qui ils sont. On arrive à avoir des éléments. On sait que c'est des personnes qui sont plutôt jeunes, qui sont pour certaines bien insérées socialement, qui ont des emplois salariés. Et puis un élément qu'il faut aussi souligner, c'est la mixité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes au sein du Black Bloc, à peu près 30%, un Black Bloc sur 3 est une femme. Et ça aussi, ça montre à quel point cette idéologie peut attirer à elle des publics très différents, y compris des publics féminins. Bernard Foucret, quelles sont les consignes? Comment on agit face à des Black Blocs? Est-ce qu'il y a des règles particulières, des procédures particulières? Alors, c'est simple. En ce qui concerne les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile, ce sont des forces spécialisées de maintien de l'ordre qui restent en bloc. Il n'est pas question de perdre des effectifs pour aller attraper du pont, aller attraper du rang. Nous, on est fait pour manœuvrer sur la voie publique, mettre en place des barrages d'arrêt, faire des vagues de refoulement, jalonner des itinéraires, mais on doit rester en bloc. Parce que si on commence à faire des petites actions ponctuelles, la CRS qui était à 75 sur le terrain, elle a passé à 40 fonctionnaires. Et ils seront partis dans les commissariats, emmener tout ce petit monde. Donc il y a des unités spécialisées qui s'occupent de ces petits noyaux délinquants et qui sont censés les interpeller et ensuite les soumettre aux procédures. Ce qu'il faudrait, c'est les mettre en œuvre dès que possible, dès qu'on les décerne. Parce que pourquoi il y a eu ces violences des fois contre des touristes, comme on a vu ces images-là? C'est parce qu'il y a un moment où il faut y aller. Et malheureusement, s'il faut y aller, si les touristes sont restés au contact immédiat des Black Blocs, ils risquent de prendre des coups. Je voudrais qu'on revienne sur l'organisation de ces Black Blocs. La préfecture a tweeté hier certaines photos qui permettaient de prendre conscience justement de cette organisation. On va les voir avec notamment ce disque dur. Expliquez-nous, Guillaume Fard, de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un lecteur de DVD qui servait en fait d'enveloppe et dans lequel on a positionné des feux d'artifice de grosses capacités qui après permettent de composer des mortiers d'artifice. Et ça, c'est très redoutable pour les forces de l'ordre parce que ça blesse, et ça blesse les fonctionnaires de police et les gendarmes mobiles. Mais ça en dit long sur le procédé, c'est-à-dire que le Black Bloc, c'est une tactique et donc c'est très organisé, pas au sens où il y aurait une organisation structurée, pyramidale avec un chef, mais au sens où chacun a un rôle bien précis. Et donc il y a des nourrices, on a des phénomènes de nourrices dans le Black Bloc, c'est-à-dire des individus qui vont aller acheter des objets qui peuvent servir d'armes par destination, et qui vont équiper d'autres, et ils vont les prépositionner en amont à des endroits précis du parcours des manifestations. Ça peut être des coffres de voitures qui n'ont pas été préalablement verrouillés, ça peut être une porte cochère, ça peut être dans un parc public. Et comme les personnes qui composent le Black Bloc communiquent depuis les réseaux sociaux et depuis des applications mobiles chiffrées, eh bien ils savent s'organiser et ils savent qui doit aller chercher quoi et où. Et c'est ce qui rend aussi difficile leur interpellation en amont des manifestations. Bernard Foucret, vous faisiez référence aux grandes manifestations passées. Il y avait moins de casse et on voyait moins les Black Blocs, en tout cas on en parlait moins. On ne parlait pas des Black Blocs à l'époque. Moi, je n'ai pas connu, quand j'étais en service, la notion de Black Bloc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont là à chaque manifestation. Est-ce que les forces de l'ordre aujourd'hui s'adaptent, ont conscience qu'on a là un phénomène qui risque de polluer chaque manifestation parisienne notamment ou en région? Comment on réagit du côté des forces de l'ordre à ce mouvement qui prend l'ampleur? Justement, les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, gendarmes mobiles et CRS,
on est complètement adapté parce que nos techniques évoluent avec la modernité des équipements, mais nous, on reste une masse qui travaille en fonction des ordres de l'autorité civile, du préfet, qui veut quelque chose de rapide, de violent, ou plutôt de calme, avec emploi ou sans emploi de lacrymogène. Et on travaille en fonction de nos ordres. Et pour nous, avoir en face de nous des gilets jaunes, des Black Blocs, des paysans, on est là au maintien de l'ordre, équipé comme il faut. C'est notre métier. Comme un pompier qui va au feu risque d'être brûlé, eh ben, quelqu'un qui a choisi de servir dans les compagnies africaines de sécurité, il est habillé, équipé pour. Et s'il reçoit des pavés, c'est le métier qu'il a choisi. Bernard Foucret, hier, quand même si les choses ont été maîtrisées assez rapidement, ces minutes, elles sont interminables. Ces minutes où on voit ces gens qui jettent de la peinture sur les vitres, qui défoncent les vitrines, qui brûlent des pots, elles sont interminables. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps ? Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit des petites équipes de police qui interviennent sur ce genre de délinquants. Parce que nous, on est fait pour occuper du terrain. C'est-à-dire que quand ils auront dégagé ce qu'attaque une banque, nous, on va venir faire le barrage qui fait qu'on ne peut plus revenir dans cette rue. Mais nous, on reste une masse de manœuvres. Si on commence à s'éclater en petits morceaux, on n'est plus efficace. Or, vous voyez, les Champs-Élysées, il est évident qu'on fait en sorte que les gens ne puissent pas marcher jusqu'à l'Élysée, qu'ils ne puissent pas casser le perron, la façade, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de manœuvrer. Il y a toujours aussi ce que les gens ne disent jamais dans une manifestation, parfois j'ai entendu le contraire sur des ondes, il y a toujours un échappatoire. On fait toujours en sorte qu'il y ait un itinéraire pour que les gens qui savent qu'il faut partir, parce que ça dégénère, ils ont un large accès pour partir. C'est évident. On n'enferme jamais les gens dans un cercle. On laisse toujours un large échappatoire que les gens qui veulent arrêter, parce qu'ils ne sont plus manifestants, ils sont d'une délinquance s'ils restent là. D'un mot pour conclure, Guillaume Fard, est-ce qu'il va falloir s'habituer à ce que chaque manifestation en France soit polluée, le terme est faible, parasitée par ces Black Blocs ? Effectivement, le Black Bloc, ça naît en marge des sommets internationaux, sommet de l'OTAN, sommet du G7, du G20. Et au départ, on ne les voit que là. Et puis à partir de 2016, on les voit dans les manifestations loi travail. Et puis on les voit le 1er mai 2017 à Paris, 1er mai 2018. Et puis pendant le mouvement des Gilets jaunes, on les voit systématiquement. Et oui, c'est un mode opératoire. Et c'est un mode opératoire qui maintenant vient polluer des manifestations totalement pacifiques, comme la manifestation climat. Et oui, le risque, c'est que ça se reproduise. Mais de notre côté, il faut aussi dire que les forces de l'ordre se sont adaptées avec beaucoup plus de mobilité et que ce soit le 1er mai, que ce soit au G7 à Biarritz ou que ce soit hier, 21 septembre, eh bien, on a quand même des résultats qui sont encourageants. Merci beaucoup Guillaume Fard, merci beaucoup Bernard Foucret d'être venu faire du décryptage avec nous sur cette journée de samedi. Tout de suite, c'est l'histoire de la semaine. Et l'histoire de la semaine va nous emmener à Londres. Dominique, Londres, où il y a une drôle d'histoire de doudou. Oui, le doudou, ce fameux doudou qu'on connaît tous, que tous les parents connaissent, que les enfants d'une école ramènent chaque soir à la maison, chacun leur tour, qu'il faut bien penser à rapporter le lendemain à l'institutrice, celui qu'on cherche, vous savez, au moment de partir à l'école avec les enfants, sous les lits, dans les placards et parfois même jusque dans la niche du chien. Eh bien, celui-là, ce doudou qui est la vedette de notre histoire aujourd'hui, il est australien, il s'appelle Harriet. C'est un petit singe en peluche et c'est un doudou voyageur qui accompagnait les enfants d'une école d'Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale, en voyage, en séjour à Londres. Et c'est cette petite fille, Savannah, qui avait la responsabilité du doudou, voilà. Et elle a oublié le doudou dans les couloirs du palais royal de Buckingham Palace alors que son école visitait la maison de la reine d'Angleterre. Donc doudou perdu, Harriet, de retour en Australie, catastrophe, le drame est découvert par l'institutrice et l'institutrice et les enfants décident d'écrire une jolie lettre à la reine d'Angleterre en lui demandant si elle peut les aider à retrouver le doudou dans sa grande maison, dans son palace de Buckingham. Donc avec la lettre, l'école envoie tout un album photo de Harriet et tous les voyages qu'il a fait avec l'école. Une semaine après, miracle royal, le personnel de Buckingham Palace répond à l'école. Grâce aux photos que vous nous avez envoyées, nous avons pu retrouver Harriet, qui était cachée dans les hangars, humour anglais. Derrière le pavillon familial, il était en train de manger un scone, ce fameux gâteau anglais, immangeable, fade, sans la merveilleuse confiture qui est à l'intérieur et qui change tout. Donc cette photo qui a été renvoyée, Harriet a été renvoyé lui aussi en Australie, dans son pays, avec une surprise, parce qu'il y avait avec lui un corgi. Regardez, le corgi, c'est la copie conforme des chiens de la reine d'Angleterre. L'histoire se termine bien.
C'est ce qu'on appelle la classe royale. C'était l'histoire de la semaine de Dominique Rizet. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur l'incroyable cambriolage qui a eu lieu cette semaine au château de Vaux-le-Vicomte. Un cambriolage à 2 millions d'euros. 6 hommes qui ont saucissonné les propriétaires. Alors que s'est-il passé exactement? Qui peuvent être ces cambrioleurs? Tous les détails dans un instant avec notre invité. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Dans un instant, procès ou pièce de théâtre. On a eu parfois du mal à s'y retrouver cette semaine à Bobigny. Le procès de Jean-Luc Mélenchon et de 5 autres insoumis a tourné au show médiatique. Alors, qui instrumentalise la justice dans cette affaire? L'État, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'un procès politique, ou Jean-Luc Mélenchon lui-même pour s'offrir une tribune médiatique durant ses 48 heures d'audience? Les dessous de ce procès et également ces rapports si compliqués entre la justice et la politique, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses d'un cambriolage à 2 millions d'euros. Un cambriolage élaboré peut-être par des passionnés du XVIIe siècle. C'est en effet un joyau de notre patrimoine qui a été pris pour cible. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, le château de Vaux-le-Vicomte cambriolé. Alors qui peut se cacher derrière cette opération très préparée? Tous les détails, ce sera dans un instant avec nos invités et notamment Jacques Morel qui nous parlera d'un précédent cambriolage qui date de 2002, qui ressemble beaucoup à celui de cette semaine. Mais d'abord, retour sur ce braquage au château, c'est un sujet d'Elisa Tran. L'atmosphère paisible est trompeuse. Comme chaque jour, le château de Vaux-le-Vicomte a ouvert ses portes. Mais ce jeudi, les visiteurs sont rares. Et ces enquêteurs de la police trahissent une agitation inhabituelle. Quelques heures plus tôt, un butin estimé à 2 millions d'euros a été dérobé en pleine nuit, au terme d'un scénario rocambolesque. Il est 4 heures du matin lorsque 6 cambrioleurs encagoulés pénètrent derrière les grilles du château et se dirigent vers les appartements privés des propriétaires. Les appartements privés de Madame et de Monsieur de Vauguet sont évidemment situés à l'intérieur de la propriété, mais c'est en fait un bâtiment annexe au château de Vaux-le-Vicomte. Ces personnes connaissaient déjà les lieux et savaient donc que le bâtiment n'était pas muni de caméras de vidéosurveillance et n'ont visité que 3 ou 4 salles, 3 ou 4 pièces. Ligoté par les voleurs, le châtelain âgé de 90 ans et son épouse finissent par donner la combinaison de leur coffre. À l'intérieur, des bijoux et de l'argent. Les cambrioleurs emportent également quelques tableaux avant de repartir, moins de 20 minutes après leur arrivée. Selon le couple, les malfrats ont agi sans armes ni violence. Les collections du château, elles, sont intactes, mais les habitants du village sont sous le choc. Je pense que c'était très organisé et que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ils savaient, je pense, très bien ce qu'ils venaient chercher. C'est ignoble dans le sens où, de toute façon, le château fait partie du patrimoine français et il y a beaucoup de touristes. Des repérages ont-ils eu lieu? D'autres cambriolages dans les châteaux de la région sont-ils à craindre? La police judiciaire de Versailles est chargée de l'enquête. Et invité d'Affaires suivantes, Jacques Morel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles et vous aviez donc travaillé sur un précédent cambriolage d'ampleur, vous allez nous en parler dans un instant. D'abord, la première question qui nous vient peut-être à l'esprit quand on voit le film de ce cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est qui peut se cacher derrière ce type de cambriolage qui semble quand même assez préparé? Alors l'apparence de la préparation est souvent trompeuse puisque dans des affaires précédentes, d'abord au château de Vaux-le-Vicomte, mais aussi au château de Dampierre dans les Yvelines. On pensait aussi avoir affaire à des grands spécialistes, puisque les pièces qui sont volées sont des pièces recherchées de grande valeur. Et en fait, on trouve des délinquants itinérants qui profitent de leur itinérance pour visiter les châteaux et ils dérobent en fait un certain nombre de fois des œuvres dont ils n'ont pas connaissance de la valeur. Et ensuite, ils ont ces œuvres sur les bras, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ne savent pas quoi en faire. Quand ils montrent ça à des antiquaires, ça avait été le cas pour les commodes du duc de Chevreuse. Les antiquaires ont dit, vous rigolez, ces commodes, elles sont au château de Versailles. Il n'y avait que 4 commodes comme ça qui avaient été faites par un artisan et elles étaient invendables en fait. On n'a pas affaire à des passionnés d'histoire.
Pas vraiment. Pas vraiment. Certaines fois, mais pas dans les cas dont je vous cite. Mais alors justement, comment fait-on quand on vole des objets, des tableaux, des commodes de cette ampleur pour les dissimuler, les revendre, les écouler? Parce qu'effectivement, on les reconnaît sur le marché. Alors dans le premier cambriolage à Vaux-le-Vicomte, on avait créé une cellule qui s'appelait Château 78 à la suite de nombreux vols dans la région parisienne, dans des châteaux, mais aussi des églises. Et après des mois d'enquête, en liaison avec l'Office de lutte contre les vols de biens culturels, l'OCBC, et un bon flic qui était le commandant d'Artis, malheureusement qui est décédé, on a retrouvé la statue de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV à cheval en bronze. On pensait qu'elle avait été fondue. En fait, elle était enterrée chez un fondeur et on est intervenu peu de temps avant qu'effectivement elle soit fondue. C'est dire qu'ils n'ont aucune connaissance de la valeur des pièces qu'ils dérobent et ils allaient fondre ce bronze pour en tirer quelques kilos, alors qu'en fait c'était une pièce inestimable qu'on a été content de rendre au château de Vaux-le-Vicomte. À l'époque où vous aviez créé la CILDI, cellule interministérielle de lutte contre la délinquance itinérante, que vous dirigiez, il y avait beaucoup de vols comme ça dans des châteaux, des maisons bourgeoises. Et puis ensuite, on a eu l'impression que ça diminuait. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un saucissonnage comme ça. Tout à fait. Mais vous savez, dans cette affaire-là, le principal receleur, qui était un ressortissant hollandais, qui était antiquaire en Belgique, plus particulièrement à Lommel, je crois. Oui, à Lommel, en Belgique. Il avait été impliqué numériquement dans des centaines de vols comme receleur. Et le tribunal de Montbrison, là, il est tombé dans la France profonde, à Montbrison, puisque la cellule était basée autour de la section de recherche de Lyon, là, avec les enquêteurs de l'OCBC, mais également avec les enquêteurs de l'OCLDI, comme vous le rappelez. Le colonel Fabre, qui commandait la SR de Lyon, avait bien mené les investigations avec nous, et il a pris 14 ans de réclusion criminelle, Martins Cornelius, pour cette affaire-là. Donc c'est des gens qui ont été mis à l'ombre, et ses partenaires qui étaient dans la mouvance des délinquants itinérants ont aussi été condamnés. Donc si vous voulez, c'est des équipes, quand elles sont en détention, elles changent parfois de spécialité. Mais les peines sont plus lourdes quand il y a des saucissonnages, quand il y a des brutalités commises. Justement, pour revenir sur le mode opératoire, le saucissonnage, Dominique, ça évoque plein de choses, plein d'histoires. On parle entre nous là, c'est vrai. Oui, saucissonnage, ça évoque plein d'histoires. Effectivement, ça évoque les premiers saucissonneurs. Je veux dire, c'était les chauffeurs, ces gens qui attaquaient des Français dans la France profonde il y a 2 siècles. Les premiers délinquants itinérants. C'est ça. Donc qui arrivaient dans les chaumières, dans les fermes, et qui mettaient les pieds des gens dans les fours et qui les obligeaient dans le four de la maison. Hein. D'où le terme chauffeur, pour les faire souffrir et, dans la souffrance, leur faire dire où étaient cachées les économies. Donc, quelque part, les saucissonneurs, c'est un peu la même chose, quoi. Ils arrivent chez des gens, ils les attachent, ils les ligotent, ils leur demandent aussi, souvent, quand ils prennent un peu leur temps, les numéros des cartes bleues. Il y en a un qui va faire des retraits. Quand il revient, il vaut mieux avoir donné les bons numéros de carte. Et ce qui s'est passé donc à Vaux-le-Vicomte, c'est que, en plus des objets d'art qui sont volés, il y a un coffre qui est ouvert. Elisa Trana le dit dans le reportage qu'on a vu. Et il y a un butin qui est emporté, estimé à 2 millions d'euros. Sur cette opération de Vaux-le-Vicomte, alors l'enquête est en cours, on sait qu'il y a eu ce saucissonnage, on ne sait pas encore tout à fait comment ils ont pénétré les appartements des propriétaires. Le précédent cambriolage d'importance dont vous parliez de la statue, ils étaient passés par les douves, c'est bien ça? Tout à fait. Expliquez-nous, racontez-nous. Ils étaient passés par les douves du château et par un itinéraire qui, là aussi, n'était pas sous alarme. Donc, ils ont quelques connaissances des lieux. C'est des gens qui viennent prospecter, hein, sous réserve au motif de vous refaire les toitures, de faire des élagages, de démousser les gouttières. Ils arrivent à convaincre des gens parce qu'ils font des travaux, si vous voulez, moins onéreux peut-être que certaines entreprises. Et donc, ils arrivent à acquérir quelques connaissances sur la topographie des lieux, mais aussi bien à Dampierre, peut-être qu'à Vaux-le-Vicomte. La sécurité passive, à l'époque, coûtait encore assez cher. Et ces châtelains ne mettaient pas l'argent qu'il fallait pour rendre étanche leur château. On les retrouvera? Mais on les retrouvera peut-être comme à l'époque. Hein, ils ont été retrouvés 3 ans après en Belgique. À Dampierre, le château, les commodes, elles étaient aussi en Belgique. Elles allaient partir au Japon.
Et en fait, c'est un service de police du banditisme à Paris qui a eu un tuyau par un informateur et qui, un matin de bonne heure, m'a dit c'est toujours toi qui as l'affaire du duc de Chevreuse. Bah, tes commodes, on sait où elles sont, elles partent au Japon. Mais si tu trouves 100 000 francs, on peut les faire rentrer en France. Stupéfaction, 100 000 francs, où les prendre? Le duc, qui malheureusement est décédé, a fait le financement. Il m'a dit on a déjà perdu 2 millions, 100 000 de plus, c'est rien. Donc j'ai été remettre cette somme qu'il fallait donner à l'informateur. Et 1 heure après, dans le parking Foch, dans un fourgon volé en Belgique, il y avait les 2 commodes du duc de Chevreuse. Donc il ne faut pas désespérer. Moi j'étais un peu désespéré parce qu'on me demandait souvent où on était dans ce dossier. Et finalement, 3 ans après, ça a été solutionné. Elles étaient aussi enterrées au départ parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et on souhaite une fin heureuse aussi pour les propriétaires, évidemment, du château de Vaux-le-Vicomte. Merci beaucoup, Général Jacques Morel, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Une pantalonnade, c'est le terme choisi par Jean-Luc Mélenchon lui-même pour qualifier son procès qui s'est déroulé pendant 48 heures à Bobigny cette fin de semaine. Et il faut bien dire que ces 48 heures d'audience ont viré par moments à la pièce de théâtre. Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce une justice politique, a fait de son procès un véritable show médiatique et politique. Également, alors les dessous de ces audiences, les collisions, justice, politique, le décryptage, ce sera dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, ce procès haut en couleur résumé par Elisa Trana. Drapé de son écharpe tricolore, le visage fermé, à peine Jean-Luc Mélenchon lâche-t-il quelques mots lorsque les journalistes lui demandent s'il a confiance en la justice. Dans la justice, oui, dans les procès politiques, non, ils finissent toujours mal pour les accusés. Peu prolixe, mais le poing levé, au centre d'une foule d'aficionados, difficile de rejoindre la salle d'assises de Bobigny. Une fois à l'intérieur, il confie à un collaborateur le soin de tweeter quasiment minute par minute le déroulement de l'audience. Moment lunaire au tribunal de Bobigny, on regarde les images de quotidien sans le son. Défaite de Belloubet, la demande de report du procès fait flop et est rejetée. Dupond-Moretti pète les plombs, séance suspendue. Dans la salle, ça crie camomille. Moqueur également quand l'avocat des parties civiles l'interroge. Bon allez monsieur Moretti, allez droit au but, soyez offensif au lieu de me chatouiller. Allez là, d'une aire. De quoi agacer le ténor du barreau. Il est venu faire un congrès politique, mais il se trompe d'enceinte. Pourtant au soir du premier jour, l'insoumis ne cache pas son ennui. Tout sera abîmé d'une pantalonnade pareille. C'est après les réquisitoires second jour du procès que Jean-Luc Mélenchon retrouve sa gouaille. On ne cesse de me reprocher mon physique. Mes yeux exorbités quand je crie. Je n'ai pas d'autres yeux que cela. Je n'ai pas de figure de Ressange pour les grands jours. Je n'ai que ma figure, ma pauvre figure. Une sortie devant une foule de spectateurs, presque théâtrale. Et on va essayer de décrypter cette folle semaine, ce procès, ces rapports, justice, politique, avec nos invités. Maître Patrick Maisonneuve, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes avocat pénaliste, auteur du livre Justice et politique, le couple infernal. Et vous avez traité nombre d'affaires qui ont lié justice et politique. On va en parler. Votre regard sur ce qui s'est passé sera évidemment très intéressant. Elisa Bertolomé, journaliste politique au service politique de BFM TV, est aussi avec nous. Merci beaucoup. D'abord, peut-être un premier commentaire, Patrick Maisonneuve, sur ce qu'on vient de voir, sur ce show dans un palais, à la sortie d'un palais de justice. Comment vous lisez, vous regardez ces images ? Je crois que ce qui est important, c'est de voir comment les justiciables, les citoyens de ce pays portent le regard sur ce procès, sur ce type de procès et sur ce show, ce que vous appelez un show. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la justice au quotidien dans notre pays. On en est très loin. Effectivement, c'est plus utilisé comme une plateforme un peu politique, plus qu'un procès. C'est déjà arrivé dans notre histoire, hein. Il y a des choix stratégiques qui sont faits. Moi, ce qui m'étonne toujours un peu, c'est que si effectivement on dénonce la justice, eh bien on va jusqu'au bout de sa démarche. On va dans une démarche de rupture. On dit moi je vous dénie le droit de me juger. C'est ce qu'on appelait un procès de rupture. C'est Jacques Vergès qui avait mis ça en place il y a maintenant fort longtemps. Mais là c'est un peu les deux, quoi. C'est un peu les deux. C'est le show, mais en même temps, eh bien on répond à la justice. On essaie quand même de jouer un peu le jeu, hein. On va revenir justement sur ce show et on va continuer cette discussion. Jean-Luc Mélenchon a fait cette semaine ce qu'il fait très bien, c'est jouer le tribun.
Oui, il avait bien orchestré, on va dire, la mise en scène pour ce procès. Ça a commencé dès cet été, puisqu'il a rencontré l'ancien président du Brésil, Lula, avec qui il a co-signé une déclaration avec d'autres responsables de gauche, notamment dans laquelle il utilisait des mots forts, dénonciation sans preuve, obsédante campagne de dénigrement médiatique qui conduit à la prison, aux amendes, à des élections faussées. Donc il a commencé à amorcer ce côté procès politique contre sa personne dès cet été. Ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle « Et ainsi de suite, un procès politique en France », qui est sorti la veille du procès, ce n'est pas anodin. Le même jour, on a reçu, nous, journalistes, un petit dossier de presse que je peux vous montrer, qui est écrit « Le procès politique des Insoumis », où on nous a présenté toutes les parties civiles, les accusations, tout était très détaillé sur une quinzaine de pages. Il a en parallèle lancé cette plateforme Stop Lawfare pour condamner, en tout cas, l'instrumentalisation politique de la justice. Et puis, on l'a vu tout au long de ces 2 jours de procès, ça a été largement tweeté, commenté, il a convoqué des militants insoumis aussi devant le tribunal de Bobigny. Et puis il a pris la parole lui-même, Jean-Luc Mélenchon. Il avait son avocat, bien sûr, qui a plaidé pour lui, mais il a tenu quand même, lui, à reprendre la parole en conclusion pour donner son avis, assurer presque sa propre défense finalement. Et il a plaidé une deuxième fois. Une deuxième fois. Patrick Maisonneuve, ça vous a fait sourire quand Elisa a montré le procès politique des Insoumis. Est-ce que vous pensez que ce show peut avoir une incidence, une influence sur la justice, sur la décision qui sera rendue? Sur les juges Je ne le pense pas. Je crois que les magistrats prennent du recul par rapport à cela. Les magistrats, ils sont saisis de quoi? Ils sont saisis d'infractions. Soit ces infractions existent, soit elles n'existent pas. Et puis c'est tout. Et puis si l'infraction existe, eh ben c'est le quantum de la peine qui a été requise par le procureur de la République. Ils suivent ou ils suivent pas les magistrats et les prévenus peuvent faire appel s'ils ne sont pas satisfaits de la décision. Voilà le jeu normal. Le reste, on est effectivement dans une démarche purement de communication et une démarche purement politique. Et là, je crois que les magistrats, alors on pourrait toujours penser que les magistrats puissent être éventuellement excédés parce que ils comprennent bien que l'usage ou l'instrumentalisation qui est faite du procès à d'autres fins que le procès. Il faut espérer que les magistrats gardent cette distance et ne tiennent pas compte de ce qui se passe en dehors de la salle d'audience, surtout en dehors de la salle d'audience. Vous, le grand avocat qui avez plaidé, ça vous agace, ça vous amuse, ça vous scandalise qu'on utilise à ce point un procès live tweeté par l'accusé lui-même? D'abord, je ferai très peu de commentaires sur ce procès, dans la mesure où je suis l'avocat du Parlement européen, dans l'affaire, qui a fait, entre autres, l'objet de la perquisition litigieuse. Ça me fait plutôt sourire, finalement, parce que cette mise en scène, avec des enjeux qui sont quand même relativement limités. Mais c'est vrai que l'image qui est renvoyée au moment de la perquisition, elle peut bien sûr heurter. Et on les voit, ces images en direct. Parce que on le voit, cette image, pardonnez-moi de vous interrompre, du nez à nez, c'est-à-dire de ce policier qui dit à un moment, Jean-Luc Mélenchon est quasiment au contact physique. Cette scène, la République c'est moi. Elle reste, elle marque. Je ne crois pas que cela ait beaucoup servi Monsieur Mélenchon, cette attitude et cette posture. J'ai cru comprendre à la lecture de nombreux commentaires qui ont été faits, y compris d'ailleurs du côté de son propre camp, de son propre mouvement. Il y a eu des regards critiques qui ont été portés, parce que c'est violent quand le citoyen voit cela. Qu'est-ce qu'on dit dans notre pays ? Tout ce qui relève de la démarche judiciaire, et donc policière, sous l'autorité d'un procureur, et une perquisition, il y a un juge qui ordonne la perquisition, il y a un JLD, on appelle un juge des libertés de la détention, c'est pas le pouvoir politique qui va ordonner la perquisition. Eh bien, il y a une image très négative qui est renvoyée. On peut pas d'un côté, quand on est élu, dire aux gens de ce pays, et notamment aux jeunes de ce pays, respecter la justice, respecter les règles, lorsqu'on ne le fait pas soi-même. C'est ça qui me gêne beaucoup. On peut quand même dire, Patrick Maisonneuve, que dans n'importe quel autre cas où on n'a pas des hommes politiques, quelqu'un qui s'interpose comme ça lors d'une perquisition, qui se comporte comme ça... Il est interpellé. Un quotidien, un citoyen du quotidien, il est interpellé, menotté, embarqué. Alors il est en garde à vue. Alors là, il n'y a pas de risque pour M. Mélenchon, parce qu'il est parlementaire, et toute mesure coercitive doit faire l'objet d'une demande au bureau, donc avec du temps, mais... Un citoyen, je dirais, lambda, vous avez entièrement raison, s'il se comporte comme cela, des perquisitions, il y en a
beaucoup dans ce pays, serait immédiatement placé en garde à vue et poursuivi immédiatement. Mais il serait même poursuivi en comparution immédiate. On ne lui donnerait pas un rendez-vous judiciaire à quelques semaines. Ça Élisa Patrick clair. Maisonneuve l'évoquait, c'est vrai que ça laisse des traces même dans le camp Mélenchon. Il en a fait une tribune pour se montrer, peut-être aussi pour ressouder ses troupes cette semaine en faisant ses plaidoiries de sortie devant le tribunal de Bobigny. Il a tenté de reprendre la main, en tout cas au niveau de l'image, Jean-Luc Mélenchon, en orchestrant, encore une fois, comme je vous le disais, ce procès politique. Il a d'ailleurs utilisé ce hashtag qui a été utilisé maintes et maintes fois, plusieurs milliers de fois sur Twitter, pour vraiment personnaliser presque ce procès. C'était pas le procès des Insoumis, c'était le procès Mélenchon, alors qu'ils étaient si prévenus finalement à la barre. Donc Jean-Luc Mélenchon a essayé de reprendre la main au niveau de l'image, parce qu'on l'a dit, son image après ces perquisitions ratées, elle a été très dégradée, que ce soit en interne où il a eu des critiques de la part d'autres militants de la France Insoumise, mais aussi en externe, et ça s'est traduit au niveau des élections. On l'a vu, il s'est effondré, la France Insoumise s'est effondrée entre 2017 et 2019, et il y a bien sûr un lien avec le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Il a terni son image de présidentiable. Là, il a essayé de retourner la situation à son avantage. Pas sûr que ça soit suffisant. Dominique, je voudrais qu'on reprenne la peine. Le parquet requiert 3 mois avec sursis, 8 000 € d'amende. Il encourait jusqu'à 10 ans de prison et 15 000 €, 5 ans d'inéligibilité aussi, ce qui était évidemment pour Jean-Luc Mélenchon un point important. Ça veut dire quoi, le parquet requiert? Ça veut dire que la décision pourrait être plus ferme, plus dure? Ça veut dire qu'il échappe totalement à l'inéligibilité? Comment ça va se passer? Ça veut dire que personne n'est au-dessus des lois, pas même les politiques, pas même M. Mélenchon. La peine maximale encourue, vous l'avez dit. Ça veut dire aussi que les textes sont les textes, mais que les textes restent parfois dans les livres et même dans le code pénal en clair. L'affaire Mélenchon, c'est plus une question d'appréciation pour les magistrats qu'une véritable affaire judiciaire. Et puis pour lui, le risque, c'est pas tellement d'être condamné à 3 mois de sursis, 8 000 €, c'est surtout l'inéligibilité. Oui. C'est ça qui pose un vrai problème aux politiques. Ce sur quoi il a communiqué tout de suite d'ailleurs. Oui, il s'en est félicité finalement de ce réquisitoire. Moi, j'ajouterais que par rapport à tout le show qu'il a mis en place autour de ce procès, finalement, les réquisitions du parquet, elles tendent à montrer que c'était pas un procès politique et que Jean-Luc Mélenchon est un justiciable normal. Il n'y a pas de surinterprétation de la part du tribunal, il n'y a pas de sous-interprétation non plus. C'est un justiciable lambda. Il y a une peine qui est requise. Maintenant, il faut attendre qu'elle soit prononcée par les juges. Ce sera le 9 décembre prochain. Il n'y a pas de procès politique en tant que tel contre sa personne. Patrick Maisonneuve, avec vous, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de recul. Il y a cette affaire Mélenchon, ce procès politique dénoncé par Jean-Luc Mélenchon, ce sont ses termes. Et puis, il y a aussi le tribunal de Lyon qui a relaxé 2 militants écologistes qui avaient décroché des portraits d'Emmanuel Macron de mairie. Le juge a jugé dans ses motivations que c'était une action légitime, qu'il y avait état de nécessité. Alors, pour expliquer aux téléspectateurs, l'état de nécessité, généralement, c'est employé quand une personne vole pour manger, pour nourrir sa famille, parce qu'elle n'a pas d'argent. Ça interroge sur l'indépendance, sur le militantisme de certains juges, sur cet équilibre politique-justice, ces deux affaires. Il y a deux sortes d'indépendance. Il y a l'indépendance statutaire, les juges sont indépendants, le procureur a un statut un peu particulier parce qu'il n'est toujours pas indépendant, même s'il n'y a plus d'instruction ni orale ni écrite qui est donnée par le garde des Sceaux au procureur. Est-ce que vous en êtes sûr? Dans ce pays. Alors, écrite, oui, orale, c'est toujours plus compliqué pour en être sûr. Mais il y a aussi l'indépendance pour un juge, par rapport à sa propre sensibilité, éventuellement ses préjugés, sa culture, je dirais même son influence, son entourage. Le juge doit s'appliquer effectivement à avoir cette distance. Et il a vocation à avoir cette distance, ce qui n'est absolument pas acquis. Donc il y a cette forme d'indépendance sur laquelle il faut faire attention. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les politiques, il ne faudrait pas, d'un côté les politiques doivent être jugés comme tout justiciable, mais il ne faudrait pas non plus que des magistrats qui sont souvent dans une posture de suspicion vis-à-vis des politiques, les maltraitent un peu plus que d'autres justiciables. Je crois qu'il y a dans ce pays, il y a un vrai équilibre à essayer de trouver. Je trouve. Alors cette affaire, je la connais pas précisément. J'en connais ce qu'a dit la. Estimer que c'est légitime. Estimer que c'est légitime. Estimer que c'est légitime de décrocher un portrait d'Emmanuel Macron d'une mairie en toute illégalité, au nom de la défense du climat, en dénonçant qu'Emmanuel Macron n'a pas suffisamment fait. On a du mal à comprendre comment un juge peut dire oui, finalement, c'est légitime. Le juge a pu est allé jusque-là. Je crois que le parquet
fait appel de cette décision, me semble-t-il. Donc on verra ce que dira la Cour d'appel. La Cour d'appel aura peut-être pas la même vision aussi large de l'état de nécessité. Parce que si cette jurisprudence venait à être confirmée, alors on pourrait assister et voir être légitime finalement un certain nombre d'actions qui peuvent être violentes au nom de la protection du patrimoine, du climat, etc., etc. Patrick Maisonneuve, sur ces magistrats, bon, clairement, on parle du syndicat de la magistrature, syndicat de juges de gauche, dur, et tout le monde a le droit de se syndiquer. Mais est-ce que pour les juges d'instruction, on ne devrait pas trouver quelque chose un peu à part, leur dire, voilà, tant que vous êtes à l'instruction, vous n'avez pas le droit d'être syndiqué? Alors, il y a le droit syndical dans ce pays, il existe, et il me semblerait pour moi dangereux de le remettre en cause. Mais quand on est à l'instruction... mais il appartient à chaque juge, qu'il soit à l'instruction ou d'ailleurs dans une juridiction de jugement, eh bien, de ne pas tenir compte de sa sensibilité politique ou syndicale. Je sais que c'est impossible. C'est peut-être un vœu pieux, mais il doit véritablement s'y attacher. Merci beaucoup, Maître Patrick Maisonneuve, d'être sur le plateau d'affaires suivantes. Merci Elisa Bertolomé d'être venue sur ce plateau. On donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, Dominique, pour un nouveau numéro d'affaires suivantes. Bon dimanche à vous sur BFM TV.